Je m'appelle Glenn Millot, je suis coordinateur de l'association Sciences Citoyennes. J'y travaille depuis juin 2004 sur deux champs principaux, qui sont deux des trois champs sur lesquels s'investit le plus l'association. Le premier, c'est la politique de la recherche, plus spécifiquement à l'époque sur l'agriculture. Et l'autre, c'est la recherche participative. Comment on fait travailler chercheurs et non-chercheurs, ou en tout cas chercheurs académiques et non-chercheurs académiques ensemble. Et progressivement, donc l'association s'est créée suivant trois axes. Donc j'en ai cité deux qui sont la politique de la recherche et la recherche participative. Et entre les deux, il y a tout ce qu'on a appelé la déontologie de la recherche. Donc ça va être comment créer des passerelles entre le monde de la recherche, comment créer des espaces de débat entre les chercheurs et les non-chercheurs, comment on permet de favoriser la liberté d'expression des chercheurs. Donc du coup, les déclinaisons qu'on a envisagées, notamment, c'est comment on peut soutenir les lanceurs d'alerte. Et sur la recherche participative, plus spécifiquement, on a voulu travailler à tous les échelons. Nous, ce qu'on considère être la recherche participative, c'est la participation de la société civile très en amont, c'est-à-dire dans la définition des politiques de recherche, des programmes, des financements, en cours de recherche, donc comment la société civile peut s'investir concrètement dans des projets de recherche, définir les objectifs, les méthodologies, les finalités, le contenu du travail et participer directement au travail. Et en aval, comment on utilise la production qui est faite à travers ces recherches et comment on peut aussi évaluer l'impact de ces productions. Donc on a un grand champ, enfin nous on regroupe tout ça dans la recherche participative. L'association, au fur et à mesure de son existence, a eu à un certain moment des tropismes plus axés sur la politique de la recherche, ou plus axés sur les lanceurs d'alerte, ou plus axés sur la recherche participative. Aujourd'hui, on peut considérer que la recherche participative occupe peut-être 50% de notre activité, peut-être même plus que 50% de notre activité. Plus récemment, donc on avait produit une note en 2013 qui faisait une analyse, une espèce de panorama de la recherche. D'accord. Bon. Ok. Du coup, j'aimerais te poser une question. Aujourd'hui, je pense qu'on voit assez bien les intérêts partagés dans le cadre d'une recherche participative entre des acteurs de la recherche et des acteurs non issus de la recherche, dans des cadres de type botanique, de type génétique, de type voilà, où quelque part de pouvoir avoir un échange massif de données ou de données récoltées sur le terrain, etc., peut avoir donc un intérêt, un impact direct sur l'avancée des connaissances. Est-ce que dans le domaine spécifique de l'agroécologie, est-ce qu'on peut y faire une différence, quelle qu'elle soit, ou est-ce qu'il y a une singularité? Une autre forme de la question, c'est est-ce qu'il y a une singularité de l'agroécologie dans le fait de faire de la recherche participative? Alors, en fait, j'ai deux éléments de réponse à te donner. Le premier, c'est que ce que tu décris, la collecte de données, nous, on ne va pas le ranger dans la recherche participative, on va plutôt le mettre dans ce qu'on appelle les sciences participatives. Où là, le citoyen, c'est plus le citoyen que la société civile organisée, ne va pas définir le protocole, ne va pas définir l'objectif de recherche, mais va aider le chercheur à obtenir des données. Et on n'a pas d'avis spécifique là-dessus, mais ce n'est pas nos terrains d'intervention. On considère qu'il n'y a pas vraiment d'empowerment du citoyen à faire ça. Il va un peu s'acculturer aux problématiques, mais il sert plus de petites mains. Alors là, je dénigre beaucoup en disant ça, mais pour nous, il n'y a pas d'enjeu très politique derrière, de réappropriation des savoirs, d'influence des directions que la recherche doit prendre, parce que tout est défini par avance. C'est le scientifique qui aura défini son objectif, les trajectoires pour aller vers cet objectif, les moyens à mettre à disposition, les protocoles, et le citoyen arrivera en fin de chaîne en participant à la récolte de données uniquement, et assez rarement même à leur analyse. Donc ça, c'est voilà, de façon peut-être un peu caricaturale, mais c'est pour ça que nous on distingue vraiment ces deux concepts de science participative et de recherche participative. Mais ce qui est intéressant, c'est que en anglais, science participative, c'était citizen science. Et initialement, c'était exclusivement ça. Ce qu'on appelait citizen science au niveau européen ou international, c'était uniquement la collecte de données. Et maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que quand tu regardes les appels à projets européens ou même l'Association européenne de sciences citoyennes, Citizen Science, ils considèrent eux aussi que la Citizen Science, c'est autant l'agenda setting, donc comment on peut faire participer le citoyen à l'orientation de la recherche, que la participation au projet de recherche, que la collecte et l'analyse de données. Donc donc on se rejoint, mais il y a eu un clivage un peu entre ces deux champs.
Maintenant, au niveau de l'agroécologie, c'est un terrain, je pense, qui a été assez vite approprié par ce genre de processus, parce que, si je prends l'exemple du réseau Semences Paysannes, c'est un réseau qui s'est constitué autour de chercheurs et de paysans. Donc d'office, ils étaient dans une logique de participatif, de recherche participative. Donc ils ont une bonne expérience de ça, mais c'est pas le seul terrain. C'est le terrain plus facile, quand on doit en citer un. Par réflexe, on va dire, oui, dans l'agriculture, dans l'agroécologie, il y a des bonnes expériences, enfin il y a des expériences de recherche participative, il y a des collectifs qui existent, il y a des projets qui ont été montés. Mais on retrouve la même chose, par exemple, avec les associations de malades, qui ont été obligés de développer une expertise sur leur maladie, et du coup qui interviennent à différents niveaux de la recherche, pas seulement en tant que cobaye. Pareil, je caricature beaucoup, hein. Mais si on prend, j'ai un exemple un peu emblématique, on cite peut-être trop souvent, mais c'est un collectif d'associations de malades du sida et d'hépatite C qui s'était regroupé sous un nom TRT5, je ne saurais plus exactement ce que ça veut dire. Et ils travaillaient avec l'Agence nationale de recherche sur le sida, et ils ont réussi à obtenir que d'une part, on prenne en compte beaucoup plus les effets secondaires et qu'on ne se contente pas de faire des thérapies. D'autre part, ils voulaient vraiment sortir de cette logique thérapie contre placebo. Étant donné qu'ils étaient avec des patients mourants, et pour eux, c'était inadmissible qu'un patient reçoive un placebo. Donc du coup, ça a obligé le chercheur à changer sa manière de procéder. Donc j'entends. Donc là, on est sur quelque chose où, en fait, on voit clairement un intérêt partagé de deux parties, et du coup, se met en place des processus que toi, tu définis comme la recherche participative, en fait, dans le cadre de ta structure. Et donc, du coup, est-ce que dans l'agroécologie, dans les domaines de l'agroécologie, on va dire, est-ce que ce genre d'intérêt partagé est aussi évident que dans d'autres, comme ceux que tu veux dire, ou pas? C'est ça. C'est difficile de répondre très, très clairement, mais on a des acteurs qui sont très, très impliqués là-dessus, très motivés, mais qui constituent une minorité à la fois des associations et à la fois du monde de la recherche. Quand on prend l'INRA, par exemple, il y a très peu de chercheurs qui font de la recherche participative, d'une part, et d'autre part, ceux qui en faisaient étaient pas placardisés, mais étaient un peu dénigrés. C'est pas de la vraie recherche que vous faites, il n'y a pas de publication derrière. Enfin, ils avaient tout un tas d'obstacles comme ça, un peu liés à l'évaluation de la recherche, qui les empêchaient vraiment d'être inclus dans le système INRA de production de recherche. Donc il y a des acteurs, il y en a beaucoup, on ressent un engouement réel. Un exemple très simple, hein, on a mis en place, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais on a réussi à rassembler des bailleurs de recherche pour qu'ils mettent ensemble, qu'ils créent ensemble un appel à projet destiné à la recherche participative. Et dans cet appel à projet, le premier a été publié à une date absolument épouvantable, c'est-à-dire peut-être le 15 juillet pour un rendu début septembre, donc vraiment le pire moment de l'année pour en faire une offre de ce type-là. Il y a eu plus de 90 candidatures. Donc il y avait un terrain, il y avait des gens qui attendaient ce genre d'appel, qui ont besoin qui ne trouvent pas de financement pour ce type de dispositif participatif et qui étaient vraiment, qui ont pris sur eux pour prendre les vacances pour pouvoir répondre à cet appel. Mais en fait, j'aimerais vraiment avoir ton avis. C'est vrai, là, en fait, tu me dis sur ce qui existe, avec des exemples, etc. Mais de manière générale, toi, ce que tu en penses, c'est-à-dire l'agroécologie comme tu la connais, alors on va la définir ici, c'est pas une définition, mais comme quelque chose d'une discipline peut-être un peu nouvelle en agronomie, qui nécessite d'appréhender une complexité assez importante, du coup qui nécessite, puisqu'on travaille sur des interactions, donc du coup qui nécessite du terrain qui est par les agriculteurs en fait, voilà. Et donc c'est juste avoir ton avis là-dessus, toi, sur est-ce que de la même manière, où tu m'as cité des exemples donc de recherche participative vraiment active, parce qu'on voyait en fait des intérêts partagés entre les deux parties. Est-ce que là, tu penses que aussi, dans ce système-là spécifique, où on a besoin à la fois de données, qu'on a besoin de terrain, qu'on a besoin d'apprendre la complexité, est-ce que tu trouves que tous ces arguments-là sont propices au développement d'une recherche participative comme tu l'entends, c'est ça? L'agroécologie, oui, spécifiquement, c'est transdisciplinaire. L'agriculteur, il a un rôle même de chercheur. On a des paysans qui font de la sélection, donc qui font eux-mêmes un travail de recherche, qui ne suit pas les protocoles que le chercheur veut mettre en place habituellement. Donc là, la frontière entre chercheur et non-chercheur, elle est beaucoup plus floue. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir une logique de participatif dans ce domaine-là. Pour moi, ça me paraît assez évident. C'est pas le seul, mais c'est effectivement un des plus emblématiques, parce que naturellement, on n'est pas dans le sachant docteur par exemple, et le patient malade, où là, chacun a son rôle à jouer. Même si on essaie de créer des passerelles, là, on est dans des cas où le praticien de paillasse et le praticien de champ
font un travail similaire ou très proche. Donc c'est beaucoup plus naturel d'envisager une collaboration entre les deux. Alors juste sur cet aspect, est-ce qu'on peut dire, parce que tu as dit qu'il y a des paysans chercheurs, hein, c'est ça que tu as dit. Est-ce qu'il faut faire peut-être une différence entre les deux types de savoir, en fait? C'est-à-dire que d'un côté, on a une connaissance du côté des chercheurs, donc qui est peut-être une connaissance... Savoir académique et savoir profane. Oui, alors quelque chose comme ça. C'est vrai que l'agriculteur, il développe aussi donc des observations, une certaine forme de recherche qui l'amène à développer un certain savoir, voilà, mais qui est peut-être, ou pas, tu vas me dire, selon toi, différent de la connaissance engendrée par un chercheur. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas cette différence à faire? Et comment est-ce qu'on fait des ponts avec ça? En fait, qu'il y ait une différence, c'est une certitude, je pense. Et c'est pas un souci, parce que quand on fait de la recherche participative, on va pas en fait faire en sorte que chacun prenne un moule qui serait le chercheur militant ou le militant chercheur. C'est que chacun, malgré tout, aura des objectifs différents. Le chercheur devra publier, quoi qu'il arrive. Le paysan devra vendre sa production, quoi qu'il arrive. Devra avoir un champ qui reste fertile, quoi qu'il arrive. Donc il y a forcément pas des divergences, mais il y a des objectifs distincts. Et ça n'empêche pas que... J'ai un autre exemple, par exemple, une expérimentation en recherche participative qui avait été faite avec des paysans boulangers et des sociologues. Les sociologues avaient une grille d'évaluation qu'ils voulaient soumettre aux clients des paysans boulangers. Et les paysans boulangers disaient, mais ça ne nous renseigne en rien, en fait, cette grille d'évaluation. C'est pas notre jargon, c'est pas les informations que vous recueillez, elles ne sont pas utiles. Ils ont voulu développer leur propre grille d'évaluation bâtie sur la perception, sur l'essence, gustatif, olfactif, visuel. Et donc, ils ont proposé leur propre grille. Et les chercheurs ont été intéressés parce que ça les faisait sortir un peu de leur retranchement. Et en même temps, eux, ça leur servait peut-être moins dans leur analyse sociologique, mais ils ont trouvé un terrain d'accord. C'est-à-dire que, du coup, ils ont fait les deux grilles. Enfin, je crois qu'ils ont fait les deux grilles. Mais en tout cas, il n'y avait pas de rejet des pratiques de l'un. C'était plutôt, moi, ce que vous me proposez, c'est pas suffisamment intéressant pour que j'ai envie de le mettre en place. Mais par contre, ce que je propose, ça serait ça. Il y a eu un terrain d'entente qui s'est trouvé à partir justement de la définition des objectifs réels de chacun. Donc faire de la recherche participative, ça ne veut pas dire que tout le monde doit tendre vers le même objectif. C'est plutôt, est-ce que nos objectifs sont complémentaires ou compatibles en tout cas? Et est-ce qu'on peut travailler ensemble pour, à un moment donné, même si on va prendre des trajectoires différentes dans l'utilisation des résultats peut-être, ou dans la recherche de certains types de résultats, est-ce qu'on trouve un terrain d'entente pour aller ensemble, cheminer ensemble une partie du projet en tout cas? Alors, en 2013, tu as été donc co-auteur d'une étude sur les recherches participatives comme mode de production des savoirs, un état des lieux des pratiques en France, hein, donc qui présentait une typologie des pratiques et puis une profonde analyse avec des pistes de travail, essayer de diagnostiquer les leviers, les contraintes, etc. 5 ou 6 ans plus tard, j'aimerais avoir ton avis sur cette étude et sur est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas, comment les choses ont évolué par rapport à ce que tu disais. Alors juste une nuance, je suis co-auteur, mais l'essentiel, la majorité du travail a été fait par Bérangère Storup, qui a coordonné le travail, et j'ai eu une contribution assez minime quand même à cette étude, voilà, juste pour poser les choses très clairement. Alors il y a des choses qui ont changé en positif et en négatif. À cette époque-là, 2013, on avait encore 3 régions, Île-de-France en premier, Bretagne en deuxième, et à l'époque c'était encore Nord-Pas-de-Calais en troisième, qu'on avait convaincu de mettre en place des appels à projets de recherche participative. Donc on était vraiment et au niveau de l'Union européenne aussi, il y avait une dynamique positive, politique, qui favorisait ce genre de travaux. Ça restait très confidentiel, c'était cantonné quand même à des régions où les Verts avaient des postes un peu clés en termes de... Enfin au niveau... très clairement, ils étaient vice-présidents de la recherche, et c'était les seuls qu'on ait trouvé intéressés sur ces questions-là. Donc on avait un terrain politique, un terrain académique pas naissant, enfin, vraiment très, 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 très superficiel, mais surtout un terrain politique qui était présent. Et c'est quand on veut pouvoir engager des acteurs sur ce genre de recherche, il faut pouvoir les financer. Donc là, c'était un terrain plutôt favorable. Il y a eu un coup d'arrêt assez brutal avec les élections régionales, où les régions ont changé de couleur, et là, les programmes se sont arrêtés d'un seul coup. Donc là, c'était vraiment, pour nous, c'était un peu dur, parce que ce travail qu'on avait mis depuis, enfin, qu'on avait élaboré depuis 2004-2005 et qui s'était vraiment concrétisé avec des vrais budgets qui étaient là, je crois qu'en Île-de-France c'était 1,5 million par an, donc ça pouvait financer une dizaine de projets peut-être. Tout ça, ça s'est écroulé d'un seul coup. Mais d'autre part, de façon assez étonnante aussi, ce terme de recherche participative, je ne sais pas comment il est revenu, mais je n'ai plus la date précise en tête, mais c'est 2015-2016 peut-être.
Et il y a le ministère de la Recherche qui a commandé à l'ancien PDG de l'INRA une étude sur les sciences participatives. Il a travaillé avec un sociologue, alors il est sociologue, oui je crois, Pierre-Benoît Joly, qui lui a dit en fait les sciences participatives, il faut peut-être élargir un peu le scope, on peut peut-être aussi intégrer la recherche participative. Parce qu'à l'époque, la science participative, c'était uniquement la version muséum, c'est-à-dire collecte de données. Donc d'un côté, on a le terrain politique qu'on perd, et d'un autre côté, on a le terrain académique qui commence à s'intéresser à la question. Et l'INRA, qui dénigrait tout ce type de recherche, se met à en faire un peu... à le mettre dans ses comptes rendus, enfin à le mettre dans ses bilans. On fait de la recherche participative à l'INRA. Et, les moutons noirs auparavant sont devenus des personnes qu'on va un peu utiliser pour dire ouais, oui, on en fait. Donc on a eu cette tension-là, un côté qui s'écroule, un autre qui se reconstruit. Maintenant, on essaye de reconstruire ce côté politique, ou en tout cas l'aspect financier. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'on s'est dit pour pouvoir favoriser la recherche participative, il y a différentes choses pour pouvoir la financer. Il faut réussir à l'évaluer de façon satisfaisante pour que le chercheur y trouve son compte, pour que ceux qui sont en recherche participative du côté non-recherche y trouvent leur compte aussi. Donc on a le côté financement, on a le côté évaluation, et entre les deux, on a aussi des acteurs qui ne sont pas très habitués à travailler ensemble. Il y a des chercheurs qui ont envie de faire de la recherche participative, puis quand ils se retrouvent confrontés à des acteurs de terrain qui ont leur agenda, leurs objectifs, leurs priorités, leurs exigences, c'est un peu compliqué. Et de l'autre côté, on a des praticiens, quand ils disent, bon, le chercheur, j'ai pas souvent des nouvelles de lui, il est un peu sur ses publis, enfin je caricature à nouveau. On se rend compte pas facilement, c'est pas simple de faire un projet de recherche participative. Donc on s'est dit qu'il y avait un accent important à mettre aussi sur l'accompagnement du travail de recherche participative. D'où ce qu'on évoquera probablement tout à l'heure. Ça c'était déjà en 2013. C'était même un petit peu avant parce que entre-temps il y a aussi le ministère de l'écologie. Alors bizarrement le ministère de l'écologie et pas le ministère de la recherche qui s'est intéressé à comment faire de la recherche participative. On aurait pu penser que ça aurait pu d'abord intéresser le ministère de la recherche, mais non. Donc le ministère de l'écologie a mis en place un programme qui s'appelle Repère, je ne sais pas si je vais retrouver l'acronyme. Enfin bref, en gros c'était pour modifier la manière dont se faisait la recherche, et notamment favoriser des programmes de recherche participative entre chercheurs et associations. Et lors du deuxième appel à projet, ils ont voulu passer dans une logique de financement et une logique plutôt de pérennisation, de réfléchir aux pratiques, réfléchir à l'analyse de ces pratiques. Donc ils ont ils ont sollicité des tiers-veilleurs pour chacun des projets, alors peut-être pas tous, je ne sais pas précisément, mais des tiers-veilleurs qui avaient pour rôle d'observer comment se déroulaient ces recherches participatives. Et le retour que les tiers-veilleurs ont eu, c'est que les partenaires des projets voulaient être observés, pourquoi pas, c'était pas d'un intérêt fou pour eux, mais c'était plutôt avoir des billes justement pour résoudre ces petits conflits qu'ils avaient entre eux, ces divergences qui apparaissaient. Donc ils ont voulu que ces tiers-veilleurs soient plutôt veilleurs dans le sens où on veille à ce que le projet se passe mieux que la façon dont il se passe actuellement. Repère s'est arrêté, a vivoté un petit peu, ils ont mis en place une commission pluraliste pour justement réfléchir sur les pratiques et les besoins pour favoriser la recherche participative. Et nous, on a repris ce terrain-là, avec la Fondation de France, on a repris cette étude du tiers-veilleur pour voir justement ce qui avait été demandé par les praticiens, chercheurs et associations, est-ce qu'on ne peut pas le mûrir un peu, savoir qu'est-ce que ça veut dire être un tiers-veilleur, quelles sont ses modalités d'intervention, ses prérogatives, jusqu'où il peut intervenir, jusqu'où il doit être prescripteur, à quel moment il doit se mettre un peu en retrait. Donc avoir un peu de réflexivité sur cette pratique, enfin développer cette pratique et aussi avoir de la réflexivité sur cette pratique de tiers-veilleur. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une vraie demande. Et on l'avait constaté à différentes reprises. On avait participé à d'autres projets de recherche participative. On avait été en contact avec les chargés de mission des régions qui avaient accompagné ces projets de recherche participative, qui les trouvaient compliqués, qui s'apercevaient que c'était pas si simple finalement. Ça partait d'une bonne intention, mais c'était de façon opérationnelle toujours un peu plus compliqué. Et on a réuni ces gens, d'une part à travers une série de rencontres autour de cette notion de tiers-veilleur, et aussi à travers la mise en place, ce que j'évoquais tout à l'heure, d'un consortium de bailleurs. Ce consortium de bailleurs, d'une part, on les a convaincus de mettre leurs fonds à disposition d'appels à projets spécifiques sur la recherche participative, mais auxquels serait adossé un mécanisme de tiers-veilleur. C'est-à-dire que les gens qui seraient financés, ils auraient aussi un tiers-veilleur qui les accompagnerait dans ces projets-là. D'accord, donc ce que je comprends, en fait, ce qui a changé depuis 2013, c'est peut-être une meilleure structuration, organisation en fait, de la recherche participative à travers donc, des expériences que vous avez reprises en partie, donc de tiers-veilleurs. Donc on va y revenir après sur ce... et juste, le tiers-veilleur, en fait, est-ce que c'est pas
peut-être quelque chose autour du maillon entre les deux acteurs, on va dire, quelque chose qui essaye de faire un pont, en fait, de tracer des ponts, et dans une recherche participative qui doit faire intervenir des acteurs différents. C'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc j'aimerais juste revenir sur l'étude de 2013. Donc il y avait eu juste toute une série en fait de choses qui avaient été nommées comme étant des freins potentiels. Donc il y avait les lourdeurs administratives, il y avait les histoires donc de langage aussi différents entre les partenaires, il y avait les temps différents entre le temps de la recherche, le temps. Bref. Et est-ce que on va pas revenir sur chacun des choses, mais sur tous ces arguments que vous avez pu mettre en lumière. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé là-dessus ou J'ai pas l'impression. Je pense que les constats restent les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces contraintes temporelles. Finalement, le temps de la recherche, c'est pas celui de l'expérimentation sur le terrain. Pas toujours, même plutôt rarement. Les langages restent différents. Et ne serait-ce que quand on répond à un appel à projet ensemble, c'est intéressant de savoir qui a rédigé l'appel, qui a défini les termes, qui a défini les objectifs. Est-ce que tout le monde y a participé? Est-ce que finalement tout le monde a pris conscience de ce qu'impliquaient ces termes utilisés? Souvent, il y a des choses qui vont rester un peu floues, et une fois que le projet démarre, on s'aperçoit qu'on a peut-être dû prendre un petit peu de temps pour ne pas laisser ce flou s'installer. Donc ça reste un problème pour ce genre de projet. Mais c'est un problème qui est naturel. On a des praticiens qui sont dans des mondes, entre guillemets, différents. Forcément, ils n'ont pas les mêmes axiomes, ils n'ont pas les mêmes contraintes et les mêmes objectifs. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, après j'arrête avec cette histoire de changement entre 2013 et aujourd'hui, mais finalement que quelque part aujourd'hui peut-être, en fait à la fois les enjeux ou les contraintes deviennent plus clairs, et que c'est peut-être ça maintenant que vous tentez d'organiser à travers l'expérience du tiers-veilleur. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est en fait, alors, le tiers-veilleur, ce qui est intéressant, ce qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, on a envie de favoriser le développement pas d'un statut, mais peut-être, ou d'un métier de tiers-veilleur, et en théorie, on devrait viser à sa disparition, puisqu'on devrait arriver à faire en sorte que les cultures changent suffisamment pour que le chercheur sache se mettre à l'écoute et à disposition de la société civile, et réciproquement. Mais il y a une phase transitoire qui va sûrement prendre du temps, dans laquelle on a besoin de formaliser un peu plus quel est ce rôle-là, pour éviter aussi que des officines X ou Y proposent des services un peu bancals. Donc ça veut dire peut-être définir une charte du tiers-veilleur, pour savoir quelles sont les limites de son action, comment il se place, et ce genre de choses, quoi. Alors, parlons du tiers-veilleur, et explique-nous alors ce que c'est que le tiers-veilleur. Alors j'ai un exemple un peu concret, parce que nous on est impliqués dans des projets en tant que tiers-veilleur, donc on est un peu jugé parti. Raison pour laquelle on a mis en place un conseil scientifique pour aussi analyser nos propres pratiques. Le tiers-veilleur, en fait, notre rôle, tel qu'on le conçoit, ça va être de ne pas créer des problèmes, de ne pas inventer des problèmes qui ne sont pas là, mais de voir si, ok, vous êtes réunis autour de ce projet-là. Est-ce que vous en avez la même lecture? Si oui, est-ce que les actions qui sont proposées, elles ont été réparties par un consensus, ou est-ce qu'il y a une réelle volonté de co-construction, et est-ce que cette volonté se reflète dans ce qui a été écrit et dans la feuille de route qui a été prévue? Sinon, est-ce qu'il y a des aigreurs par rapport à ça? Est-ce qu'il y a besoin de renégocier des choses, de réfléchir des choses, de reformaliser des choses, ou est-ce que vous êtes vraiment dans un projet de recherche participative, et est-ce que vous voulez y être? À partir de là, s'il y a des choses qui divergent, ou s'il y a des dissensus, voir avec les personnes en question, soit à travers des entretiens individuels, peut-être de façon préliminaire, et ensuite des entretiens en groupe, trouver ensemble des solutions. Nous, on n'arrive pas avec une boîte à outils en disant, voilà, vous avez un problème, il faut utiliser la clé A, puis si ça ne marche pas, prenez la clé B. C'est plutôt, c'est quoi votre contexte, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez faire vraiment, et comment vous voulez le faire, et est-ce qu'on peut trouver ensemble, est-ce qu'on peut vous aider à trouver ensemble des solutions? Donc, les aider à trouver des solutions, ça peut vouloir dire trouver des méthodologies participatives pour leur faire cracher le morceau. Qu'est-ce qu'ils attendent, quel est leur agenda caché, par exemple? Est-ce qu'ils ont envie de le donner, cet agenda caché, et pour que les choses soient claires entre les différents acteurs? C'est ce qu'on fait assez souvent. Un dispositif et une méthode qu'on a assez souvent utilisé, ce qui s'appelle les ateliers scénarios, ça consiste un peu à, dans un premier temps, demander à chacun de se dévoiler, dire voilà, d'où je parle, qui je suis, quelle est ma conception du projet, et dans un deuxième temps, faire travailler les gens ensemble sur des thématiques plus fines en disant voilà, comment on y va ensemble, qu'est-ce qu'on peut imaginer de compatible avec nos différents besoins, nos différents objectifs.
Et pour ça, en fait, j'entends que c'est quelque chose autour de la parole, autour du dialogue, autour du débat, autour de la clarification des termes, hein, donc quelque chose aussi qui doit prendre en compte des langages différents. Voilà. Et est-ce qu'il y a... donc, ça demande donc une organisation, une écoute. Est-ce qu'il y a là-dedans, il y a des outils spécifiques que vous utilisez Il y en a, mais c'est quand même du tâtonnement. Il y a un exemple assez marrant dans le cadre du projet RSP, dans lequel on est... Alors là, c'est assez particulier parce que c'est un projet où on est partenaire tiers-veilleur. Alors que pour d'autres projets, on va être tiers-veilleur externe. Là, c'est le seul projet où on est partenaire et identifié comme tiers-veilleur dès le départ. Donc notre rôle, il est très clair, on doit accompagner le projet en fonction des besoins. Donc il faut qu'on définisse ensemble les besoins. Et on avait organisé une première rencontre, kick-off meeting en janvier dernier, enfin le séminaire de lancement. Et on avait proposé une session brise-glace au départ, qui consistait à dire, voilà, on va vous proposer de faire une frise chronologique dans laquelle je vous mettrai la grande histoire et la petite histoire. La grande histoire de la haie, c'est-à-dire, ça a été quoi les temps forts, les temps politiques, les temps de la recherche, et la petite histoire, c'est votre place dans cette grande histoire. Et ce qui était prévu pour être un brise-glace, ça a passionné les participants. Ils se sont dit, mais en fait, c'est un travail qu'on veut faire. Cette frise chronologique, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et il s'est créé une autre activité qui n'était pas du tout prévue dans le projet. Et, du coup, la difficulté, c'est qui va la faire, comment et à quels moyens. Mais en tout cas, voilà, ils se sont retrouvés autour de cette activité en se rendant compte que finalement, ça faisait participer des compétences très diverses, avec des connaissances très diverses, à différents temps. Ça a permis aussi de ressolliciter des personnes qui étaient hors du projet, mais qui avaient un historique des différentes évolutions de la haie au cours du temps. On s'était limité aux années 60 jusqu'à 2020, en gros. Et du coup, on n'était pas arrivé en disant, voilà, dans notre boîte à outils, on a la frise chronologique, vous allez voir, c'est de la balle, ça va vous permettre de faire de la recherche participative, pas du tout. Et, alors des fois, oui, c'est endipité, quoi. C'est qu'on tente un truc et finalement, ça donne un résultat complètement inespéré. Et alors, est-ce que, à ton avis, il faudrait concevoir des boîtes à outils dans le futur? Alors, on le fait. On le fait à travers un autre projet, un projet européen où on travaille sur la co-construction. Donc c'est pas que de la recherche participative, parce que c'est pas que de la recherche. Du coup, on a utilisé ce terme co-construction, non, co-création, parce qu'en plus on a le problème de la langue, on est un partenariat européen, donc il y a différents langages. Donc co-construction pour d'autres personnes, ça voulait rien dire. Co-création, on s'y retrouve peut-être tous un petit peu moins, mais un petit peu plus en même temps. Et là, l'objectif, c'est justement d'accompagner des projets de co-création et de réfléchir sur les méthodes, sur les outils, sur les obstacles. Donc c'est un travail réflexif, en fait, sur ces pratiques de co-création. Et en l'occurrence, là, on a fait un premier livrable qui consistait à analyser disons, les leviers et les obstacles à la co-création. Donc les obstacles, ça peut être le financement, comme ça peut être le langage. On retrouve un peu toujours la même chose. Comme ça peut être les intérêts conflictuels, l'intérêt financier par rapport à l'intérêt politique, par rapport à l'intérêt général, voilà. Et les différents leviers. Et aussi, quelles sont les différentes méthodos, les différents outils qu'on pourrait, selon les besoins, expérimenter. Donc là, j'ai cité l'atelier scénario, j'en ai pas forcément d'autres en tête, mais on a essayé d'identifier un certain nombre d'outils qui, pourquoi pas, à un moment donné, peuvent être utiles. Mais à nouveau, il ne faut pas qu'on arrive en disant, voilà, vous avez ce projet-là, on va commencer par un atelier scénario, puis on n'arrive pas comme un médecin qui va diagnostiquer en commençant par ouvrir le corps et se dire, bon, bah, alors, il y a bien les organes en place, et on va refermer, et ensuite on va interroger le patient. Non, on est plutôt dans l'autre sens. On va d'abord interroger le patient, et ensuite on va voir s'il faut ouvrir le corps ou pas, s'il y a besoin d'outils un peu lourds, ou s'il y a juste besoin que les gens parlent. Donc on n'arrive pas avec une baguette magique, on va se dire, il faut qu'on soit complètement à l'écoute au départ, qu'on s'imprègne des gens, qu'on voit ce qu'ils arrivent à dire, et ce qu'on imagine qu'ils aimeraient dire mais qu'ils ne disent pas. Il faut qu'on essaie de les deviner un petit peu à travers ce qu'ils disent. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver des moments où ils ont la possibilité de s'exprimer vraiment. Et ce qui est intéressant, je vais peut-être donner quelques éléments sur l'atelier scénario parce qu'il a assez bien marché, et il marche souvent assez bien. C'est que dans un premier temps, on les réunit par paires. C'est-à-dire qu'on va mettre les chercheurs ensemble, on va mettre les accompagnants ensemble, on va mettre les paysans ensemble, les agriculteurs ensemble, on va mettre les institutionnels ensemble. Et on va les mettre dans une posture utopique. On leur dit, la haie en 2050, c'est quoi? Vous n'avez aucune contrainte. Vous êtes dans un scénario utopique, vous avez le droit d'exprimer ce que vous voulez, tout est disponible, le terrain politique est là, mais vous voulez faire quoi finalement? Et du coup, là, ils sont très désarçonnés parce qu'ils ne sont pas habitués à réfléchir comme ça. La première chose qu'ils disent, ouais, mais de toute façon, ça ne marchera pas parce que... Voilà. Et donc on leur demande de définir une vision. Et ensuite, chaque groupe va présenter sa vision. Et finalement, ce qui est assez marrant, c'est que quand tu regardes les posters qu'ils ont produits chacun les uns et les autres, c'est pas évident de savoir quel était le groupe de chercheurs, quel était le groupe de paysans, quel était le groupe d'institutionnels,
Parce qu'ils sont tellement sortis de leur casquette, ils sont entre pairs, donc ils ont pas la barrière, ils ont moins la barrière de langage. Et du coup, cette barrière de langage sautant, ils peuvent prendre des raccourcis et aller beaucoup plus vite vers une vision un peu programmatique, ou en tout cas un peu utopique. Et du coup, là, on leur fait dire des choses qu'ils ne diraient pas dans une réunion très opérationnelle, très pragmatique, où on doit réfléchir au temps, aux ressources humaines disponibles, au matériel, au machin, vraiment, à la vision très pragmatique de la gestion de projet. Et ça permet de lever un peu des lièvres, de savoir où sont les enjeux, où sont les enjeux potentiels de co-construction, de points d'accord, de points de dissension, où est-ce qu'on peut trouver des choses qui les rapprochent et des choses qui peut-être les éloignent. Donc ça nous a permis de faire un premier diagnostic et surtout de voir, alors ça c'est pareil, c'est la pratique de l'atelier scénario, c'est qu'à partir de ces posters, tu fais une liste des mots-clés que tu retrouves un peu partout. C'est-à-dire qu'on va voir, il y a la question des savoirs qui apparaît, il y a la question des pratiques qui apparaît, il y a la question du financement qui apparaît, il y a la question de... Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je ne sais plus, mais c'est des choses assez génériques. Et du coup, ensuite, on leur demande de choisir les thèmes, cette fois-ci, qu'ils veulent travailler de façon pragmatique. Et on leur demande de voter pour ces thèmes-là, et ensuite ils vont se mélanger. Donc on va avoir un groupe avec un chercheur, un institutionnel, un paysan et un accompagnant, un formateur. Ils vont travailler sur comment valoriser les services écosystémiques, ou comment travailler sur les pratiques et savoirs. Et là, ils vont définir ce qu'on cherche à obtenir comme état, et de façon très pragmatique, quelles activités on pourra mettre en œuvre pour atteindre cet état souhaité. Mais dans ça, en fait, vous êtes... cette pratique-là, cet outil global, il accompagne la création d'un projet de recherche participatif. Oui, oui. C'est ça. Et est-ce qu'il aide aussi à formuler, j'imagine que oui, la question de recherche? Oui, il peut parce que quand on va leur demander ensuite de définir les activités à mettre en œuvre, des fois ça peut être des questions de recherche. Des fois ça va être tout simplement identifier des appels à projets pour pouvoir financer machin, ou établir une charte. Ça peut être très divers, mais des fois ça peut être des vrais projets. On en a fait un autre sur la pisciculture il n'y a pas très longtemps à Sète, où là il y avait parmi les activités, c'était vraiment mettre en place des pilotes pour analyser tel ou tel truc. C'était des vrais projets de recherche qui étaient proposés. Et donc vous aidez à faire ce lien, parce que... à mettre en mots la question de recherche co-construite. Disons la formalisation de l'objectif général. On va pas, ce dispositif-là d'atelier scénario, son objectif c'est vraiment de définir les toutes premières étapes d'un plan d'action. On va pas à la sortie de cet atelier scénario avoir un projet de recherche qu'on a juste à rédiger. C'est ok, on est d'accord, on est intéressé par ça. C'est peut-être le coup qu'on se rencontre de nouveau et qu'on voit si on peut le financer, si on peut l'emmener. Là, on sait qu'on a un point d'accord sur pourquoi on veut faire ça et maintenant il faut réfléchir un peu à comment on pourrait le faire. Alors du coup, est-ce que vous accompagnez, donc j'entends que vous accompagnez en fait l'initiation du projet là, absolument. Là, c'était un peu inédit parce que c'était pas l'objectif. L'objectif c'était en fait, à partir de la frise chronologique, le constat, ça a été qu'on a ce projet respect, qui a des actions, des sous-actions, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a un regroupement d'acteurs qui a envie d'inscrire ce projet sur une dynamique plus globale. Donc, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à quelle serait cette dynamique? Donc là, en fait, ce qu'on a créé avec cet atelier scénario, c'est pas des actions dans le projet respect, c'est plutôt des actions hors du projet respect. Donc là, on n'a pas fait avancer tellement le projet. D'accord. Mais vous êtes quand même dans une direction de quelque chose de participatif qui prend naissance au sein d'un projet et qui pourra peut-être donner lieu à un autre projet, j'en sais rien. Voilà. Là, spécifiquement, on n'a pas joué notre rôle de tiers-veilleur à l'intérieur du projet, mais plutôt dans le projet à l'intérieur d'un réseau d'acteurs avec lesquels... J'entends que le tiers-veilleur, il est là pour aider en fait à la construction initiale, pour aider au langage, pour aider à la compréhension des intérêts communs qu'il peut y avoir, et donc à créer le premier lien qui va être la base de la suite. Oui et non. En fait, bizarrement, à chaque fois qu'il y a eu un interveilleur, il arrivait toujours trop tard. C'est-à-dire qu'il arrivait, le projet était financé, donc le projet était déjà pas sur des rails parce qu'il n'avait pas forcément démarré, mais tout était calé. C'est-à-dire qu'on savait qui était censé faire quoi, à peu près. Ce qui n'était pas calé, c'est est-ce que finalement tout le monde est d'accord avec ça? Je comprends. Mais comme en fait là je parle pas tant de ce qui est, mais je parle plus de l'idée, peut-être même dans le futur, de tiers-veilleur. Hein. Et donc est-ce que du coup l'idée du tiers-veilleur c'est ça, c'est d'être à cette place-là, c'est-à-dire ça pourrait, mais c'est à nouveau là ce conseil scientifique qu'on a mis en place et le séminaire qu'on avait organisé à ce sujet-là, c'est essayer de voir justement quel est le profil de ce tiers-veilleur? Est-ce que par exemple un tiers-veilleur, ça doit être un scientifique ou pas? Est-ce que ça doit être quelqu'un de la société civile ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit avoir une expérience croisée entre les deux mondes ou pas?
Ensuite, à quel moment il intervient? Est-ce que c'est avant la constitution du projet et il va aider à l'incubation du projet? Est-ce que c'est pour résoudre des problèmes une fois que le projet commence à partir en sucette? Et peut-être qu'il y a différents types de surveilleurs avec différents types d'interventions. D'accord, donc tout ça c'est en réflexion. Tout ça c'est en réflexion. Ouais. Le surveilleur, pour l'instant, c'est un terrain c'est de l'argile. Hein, exploratoire. C'est un golem, voilà. On n'est pas. Il n'y a pas. Enfin, là, le ressenti que j'ai, c'est que ça serait dommage de se dire le surveilleur, non, il doit intervenir que là. Par contre, ou que là, et pas là. Alors, c'est ça ma question, un petit peu. C'est-à-dire, est-ce que. Peut-être que tu as commencé à y répondre. Est-ce qu'il faut une normalisation? Est-ce qu'il faut une espèce de protocole? Donc de dire, voilà, le surveilleur, il y a un surveilleur lambda qui est ça, il y a un autre surveilleur qui est ça, dans un cadre précis. Est-ce que tu penses que ça, c'est nécessaire ou non, pas? je pense pas. Je pense qu'il faut que le surveilleur soit capable d'aller là ou là, si c'est nécessaire, mais il ne faut pas forcément au départ prédéterminer, sauf si on décide. Je prends à nouveau le projet CO3, enfin l'appel CO3. Il finance deux types de projets, soit des projets consolidés, donc ils vont être financés sur 3 ans, c'est parti, soit des projets en émergence. Et ces projets en émergence, en fait, là, ils pourraient faire appel à un interveilleur qui va aider les partenaires, ça va être un petit financement sur 1 an, pas grand-chose, mais ça peut les aider à mûrir leur projet pour améliorer le côté participatif du projet. Et là, le surveilleur pourrait jouer un rôle. Je ne suis pas sûr que dans CO3, ils aient un interveilleur pour les projets en émergence, je ne sais pas, à vérifier. Une autre forme de cette question, c'est est-ce que tu penses qu'on se dirige vers une espèce de normalisation de la recherche participative ou du rôle du surveilleur, ou est-ce qu'on se dirige au contraire vers une grande diversité en fait, où on ne sait pas encore parce que c'est pas encore assez mûr, je ne sais pas. Normalisation. Sans être, je ne serais pas très optimiste non plus, parce qu'il y a quand même toujours cette tension entre la science utilitaire qui va conduire à l'innovation technologique et donc à une mise sur le marché très rapide, avec le circuit le plus court possible, et de la recherche qui va répondre à des besoins orphelins de la société civile. Et malgré tout, quand à une université on organise de recherche, ce qui va jouer, ça va être son facteur d'impact dans les publications, ça va être ses brevets. Donc, ok, la recherche participative c'est sympa, il faut le mentionner quelque part, parce que surtout ça permet de faire du greenwashing, etc. Mais ça va jamais être leur priorité. Je pense qu'on est loin d'avoir une institution qui va dire « nous, on est une institution qui va essentiellement faire de la recherche participative, sauf quand c'est vraiment compliqué ». On est très très loin de ça, mais si on arrive à faire en sorte que l'évaluation officielle déjà change pour prendre en compte le fait que là, le chercheur remplit une vraie mission qui est dans la loi de la recherche, c'est-à-dire rendre service à la société. Donc il faut pouvoir évaluer ce service. C'est pas juste faire des brevets, rendre service à la société, c'est surtout pas ça. C'est pas faire des publics que personne ne va lire à part des chercheurs, ça rend pas service et c'est pas faire des produits qui vont enrichir le CAC 40 et autres. Donc il y a un changement institutionnel à ce niveau-là pour faire en sorte que la loi soit, elle n'est pas si mauvaise, mais elle n'est pas du tout lue telle qu'elle devrait l'être. Les missions des chercheurs sont pas mal, mais en fait on va se concentrer sur sa capacité à faire des brevets, et à faire des publis, et surtout dans des revues de rang A, en gros. Donc ça faisait déjà partie des arguments en 2013, oui. D'accord. Là, ça évolue timidement, c'est-à-dire que ça reste mentionné, il y a le ministère qui a fait sa stratégie, et tu trouves ces choses-là, mais c'est quand même très très à la marge, et c'est pas suivi d'effet. Ça reste... ça demande beaucoup d'efforts de la part des chercheurs d'aller dans cette direction-là, ça demande beaucoup d'efforts des associations ou des professionnels d'aller aussi en direction des chercheurs, il y a un accompagnement qui est quasi inexistant, et... Donc ça reste très compliqué pour ceux qui veulent en faire. Donc si je comprends bien, dans cet argument qui déjà a été nommé en 2013 comme étant un peu fort, j'allais dire, et qui est de constituer ce pont avec tous les problèmes de langage, de temps, de ceci, cela, et qui là trouve un peu une issue à travers l'expérience du surveilleur. Cette expérience-là, donc elle est encore exploratoire, donc on peut trop rien en dire, on peut raconter ce qui s'est fait, mais on n'a pas encore de directive. Est-ce que ça va être normalisé? Est-ce qu'on va avoir peut-être plusieurs métiers de surveilleurs dans différents secteurs? Bon, pour le moment, ça l'est. Enfin, il y a un début de normalisation, mais toujours à la marge. C'est que ce consortium, la CO3, c'est l'ADEME, donc un organisme de financement public, de financement public, et des fondations comme la Fondation de France, la Fondation Agropolis et la FPH, dans laquelle on fait cet entretien. Donc c'est déjà des bailleurs qui n'avaient pas forcément ça au départ, qui n'avaient pas du tout ça, ni la pratique de recherche participative, ni l'accompagnement de la recherche participative par des surveilleurs.
Et là, ils ont mis ça dans leur feuille de route. Ça veut pas dire que l'ADEME va faire que des appels comme ça, parce que c'est cantonné à CO3 pour l'instant. Mais là, on a vu encore un appel sortir où il y a une logique participative. Donc, ça infuse un peu. La Fondation de France, pour l'instant, c'est réservé quasi exclusivement à leur branche environnement. Mais ils ont une branche recherche médicale qui est intéressée, qui a suivi nos travaux et qui ne sait pas encore comment y aller, mais qui aimerait bien y aller. Donc, on a un pied dans la porte. Du coup, c'est un peu dur de parler de normalisation, d'institutionnalisation, mais on a un intérêt réel parce que ça permet de faire surgir des nouvelles questions qui ne seraient jamais traitées par la manière dont la recherche fonctionne habituellement. Donc ça, au moins, c'est une chose vraiment qu'on peut donner comme constat, c'est que la recherche participative, c'est compliqué, mais ça permet de traiter des sujets qu'on ne traite pas habituellement. Alors, et dans ce cadre-là, quelle est la place du numérique là-dedans? On va dire numérique, nouvelles technologies de l'information, je ne sais pas quoi. Alors là, je suis un peu en panne de réponse parce que non, je ne saurais pas trop le. Alors, on le trouve dans le projet européen du fait de la distance et que le numérique est peut-être le seul moyen qu'on puisse faire discuter les acteurs. On a fait des rencontres à Paris avec des Biélorusses et des Polonais, ils ne vont pas venir tous les 4 matins. Donc il faut qu'on trouve des moyens numériques pour pouvoir échanger. Mais c'est pas tant au niveau des pratiques elles-mêmes de recherche participative que de l'accompagnement de ces pratiques. Donc c'est plutôt entre accompagnants qu'on peut avoir des échanges. En termes de pratiques de recherche participative, je ne sais pas trop. Je pense que ça dépend du sujet. J'en ai aucune idée en fait, tout simplement. Alors, peut-être, enfin, un petit élément de réponse, mais c'est peut-être une digression, c'est que dans l'imaginaire collectif, on a tendance à se dire le numérique, c'est des économies. C'est des économies de temps, ok. C'est des économies d'énergie parce qu'on a moins de déplacements, on a moins de matériel, etc. Mais on sous-estime le gouffre énergétique des serveurs, du cloud par exemple. C'est des fermes qui consomment une énergie considérable. Donc il y a un côté qui est encore insoupçonné du cauchemar écologique que représente le numérique. Donc du coup, nous par exemple, c'est très certain qu'on ne dira pas, il faut absolument chercher quel usage du numérique on peut associer à la recherche participative. Pour nous, ça serait gadget et ça irait à l'encontre de ce qu'on cherche. Par contre, se dire, dans certaines situations, s'il y a des pistes numériques, il faut les étudier. C'est à peser, quoi. Donc là, je suis vraiment dans des grandes généralités un peu molles, quoi. Alors, en fait, c'est pas tant le numérique qui renferme les arguments que tu dis, c'est-à-dire au niveau de l'énergie, etc. C'est plus la manière dont tu l'utilises. Oui, bien sûr. Donc, du coup, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui émergent des nouvelles manières et qui, en termes d'énergie, puisque tu le cites, sont tout à fait différentes. Et en plus, après, en termes de potentialité, donc de partage. Par exemple, le web sémantique, par exemple. Oui, d'accord. Après, si on prend par exemple toute la suite de Frama, donc dans l'open source, ils développent des choses notamment comme Framatalk, et qui sont tout à fait intéressantes puisque les données ne migrent plus vers des serveurs, mais c'est des échanges entre. Voilà. Et ça, en termes d'énergie, c'est. Voilà. Et puis il y en a. Alors là, j'aurais un mauvais rôle à dire le numérique c'est pas bien parce que nous, 95% de notre activité passe par des outils numériques. Mais il ne s'agit pas de dire ça non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas la question. Hein. Non, mais c'était juste de voir, voilà, mais c'est dans le futur, hein, encore une fois. C'est-à-dire que dans ce quelque chose là du tiers veilleur qui est en train de naître, là, qui est en exploratoire, est-ce qu'il y avait une place du numérique? Donc ce que tu dis. On l'a pas abordé pour l'instant. Voilà, vous l'abordez pas. Non, parce qu'on n'a pas eu de piste de travail qui nous a convaincu de l'aborder. Ça n'a pas été mis sur la table. D'accord. C'est pas arrangé. C'est juste pour essayer de bien comprendre, c'est-à-dire que vous travaillez dans des projets de recherche participative. Donc dans ces projets, il y a effectivement, j'imagine à la base, des échanges de données. Enfin, si je vois en termes agroécologie, moi je vois bien au niveau de l'agroécologie, donc du terrain, de l'échange de données de terrain, etc. C'est comme ça que moi j'ai l'expérience de la recherche participative là-dedans. Ouais. Alors peut-être c'est différent de toi. Et du coup, c'est vrai que pour moi c'est une évidence. C'est-à-dire que l'outil numérique, dans le partage des données... Oui, dans la collecte, effectivement. Alors, dans la collecte, l'échange, la construction...
c'est tout ça. Oui. Et du coup, je me disais, tiens, cette expérience de tiers veilleur là, qui mène des ponts, qui essaye qui est à l'initiative, à l'initiation un peu du participatif. Est-ce que là-dedans, il y a du numérique? Quand je dis numérique, c'est peut-être de l'informatique ou quelque chose comme ça, qui rentre aussi en jeu pour constituer des briques cohérentes, en fait. Puisque l'idée du tiers-veilleur, c'est quoi? C'est de réaliser des partages, des échanges, des débats, de clarifier. Voilà. L'idée du numérique, comme moi je l'ai dans la tête, doit servir à ça. C'est-à-dire, c'est de faire appel à de l'open data, de l'open source, etc. Bref. Et du coup, pour moi, j'y voyais une cohérence. C'était un peu... Oui, ça évidemment. Après, du coup, c'est pas forcément la question des outils que de l'éthique qu'il y a derrière. Mais c'est plus un principe, mais bizarrement, on l'utilise tout le temps. Mais on ne l'analyse pas tant que ça, à part le coût écologique d'un côté et le fait qu'on veut limiter tant que possible les GAFA dans nos pratiques. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à le penser, selon toi? Oui, puis on a des personnes, par exemple, sur le web sémantique, on a quelqu'un, maintenant un administrateur, qui est à fond là-dessus, à qui on a discuté justement sur nos outils, et c'est à partir de cela qu'on s'est dit, bah tiens, on va tester le week-end, on va le mettre en place, on va voir comment ça marche, on va voir on va réfléchir à d'autres outils qu'on pourrait internaliser, avoir nos propres formats date, héberger chez nous, quoi, etc. Mais après, il y a d'autres questions. En fait, c'est une boîte de Pandore, ce truc-là. Parce que en plus, on a le RGPD qui nous est tombé dessus, donc il faut qu'on réfléchisse aussi en termes de données, ce qu'on en fait, qui y a accès, ce qu'on garde comme données. Et pour l'instant, c'est un peu... Ouais, on sait que c'est important. on va parler un peu de ça à ce moment-là, puis il reste encore tout ça, ça on fera plus tard, parce qu'on a aussi... Voilà. En fait, il y a un truc qu'on a essayé de faire justement avec l'objectif de réfléchir, d'améliorer, de parvenir à une meilleure institutionnalisation de la recherche participative. C'était les acteurs ont besoin de se connaître, et quand tu as des appels à projets, en général, c'est des acteurs qui se connaissent déjà. Et du coup, on n'arrive pas à crever ce plafond de verre qui consisterait à avoir des chercheurs lambda qui ont envie de travailler avec des assos lambda qui ont envie de travailler avec des chercheurs, et ça c'est un peu compliqué. Donc on s'était dit, ce qui pourrait être utile, c'est de mettre en place une plateforme de la recherche participative. Et ça, on n'est pas le seul à avoir dit. Beaucoup d'acteurs investis depuis longtemps sur ces questions-là ont dit « ouais, ça serait bien d'avoir une plateforme ». Mais finalement, elle ne se fait pas cette plateforme et je ne suis pas sûr que les gens aient envie de la faire parce que ça veut dire de la maintenance, de l'animation, des moyens pour tout ça. Et on n'a pas de financeurs qui déjà ont envie de payer ça. Et puis on n'a pas de personnes qui ont du temps pour faire ça. Donc ça pourrait être utile, mais si c'est juste on installe un site quelque part ou un système quelque part et que personne s'en occupe, on a fait ça pour rien. Donc ça, c'est presque une fausse bonne idée. Enfin, on se demande si c'est pas une fausse bonne idée, cette idée de plateforme, alors que a priori, ça devrait aller dans le bon sens. Ça fait partie des choses où on n'a pas réussi à creuser assez. La question de l'évaluation, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout le monde est conscient qu'il faut repenser l'évaluation, mais ça reste toujours un peu délicat. Un projet de recherche, c'est comment tu le sélectionnes. Et à un moment, ce qu'on avait proposé, c'est que le candidat choisissent aussi ses propres critères. Ils disent, voilà, critères qui est dans les grilles d'évaluation des critères libres. Moi, j'aimerais être évalué sur ça. Parce qu'il y a besoin de vraiment changer le paradigme de l'évaluation. Parce que pour l'instant, c'est quoi? C'est vous allez toucher combien d'acteurs, vous allez produire combien de livrables, machin. Et même si on modifie, c'est plus des brevets, ça va être des sites web, des publications, on reste dans une même logique très quantitative. Et c'est très dur d'analyser le qualitatif. Et en fait, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'en fait, c'était un peu le cœur de cette 5e question. C'est-à-dire, finalement, je me demandais, je voulais avoir ton avis là-dessus, l'émergence donc, de ces recherches participatives, est-ce qu'elles ne prennent pas leur source dans quelque chose de très, 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 très vaste. Quand tu parlais d'énormes tableaux de bord, on a parlé du juridique, on a parlé des relations, etc. Et pas que dans l'idée, comme ça a été écrit dans l'étude 2013, c'est-à-dire d'une dualité entre la recherche qui doit apporter des réponses et puis le terrain, donc les agriculteurs et les citoyens. Qui fait des problèmes. Et en fait dans une impasse, parce qu'on était dans quelque chose où effectivement pendant très longtemps la recherche apportait des réponses, mais aujourd'hui... elle apporte ses propres problèmes auxquels elle va essayer d'apporter des réponses. Mais du coup c'est un changement. Et comme tu as l'air de dire, c'est ça, c'est un vrai changement de paradigme à plein de niveaux.
Oui, parce que en fait, nous, on était très cantonnés à agriculture au départ et association de malades, puis on s'aperçoit qu'il y a d'autres terrains qui sont... On l'a vu par exemple à TD Carmonde qui travaille aussi beaucoup depuis longtemps sur le croisement des savoirs, donc on est un peu sur ces mêmes logiques. C'est comment... suffit pas de choisir un diététicien qui va expliquer à un LSDF comment se nourrir. Non, ça marche pas. Donc il faut qu'ils apprennent à se connaître et enfin, il y a tout un travail. Eux, ça met un an pour, avant d'organiser une rencontre. Ça fait un an d'exploration, de prise de contact, avant de pouvoir faire quelque chose de concret. Parce que tu peux pas dire non, il faudrait que tu manges mieux. Quoi. Non, bah, il faudrait que je mange déjà. Donc il faudrait que tu arrêtes de fumer. Enfin, si tu prends le discours purement médical, ça marche pas. Donc ils ont été très vite confrontés à cette logique. Le praticien, enfin le médecin, doit changer son logiciel. Parce que ce qu'il propose, c'est pas du tout adapté à son public. Quoi. Dans la grande pauvreté, ça marche pas du tout ce qu'il propose. C'est de bon sens, mais ça marche pas. Donc, Et alors, est-ce que tu penses que dans cette recherche participative, il nous faut aussi donc changer nos logiciels? Oui, je pense complètement. Ouais, ouais. C'est que le chercheur sort de sa tour d'ivoire, que l'associatif se dise ouais, bah, j'ai ma feuille de route, j'ai mon nez dans le guidon, mais si je travaille avec autrui, il faut que je relève le nez du guidon et que je vois comment parler différemment, comment comprendre les contraintes des autres aussi, quoi. Comment croiser nos représentations, comment faire prendre conscience de mes contraintes et accepter les contraintes de l'autre. Si tu n'as pas ça au départ, ça peut pas marcher.